Comment faire triompher ses idées? Une idée forte, c'est une idée qui rencontre en fait une vérité universelle de la vie. Donc c'est une idée qui vous avantage, mais qui en même temps répond à un besoin universel humain. Cette semaine, mon invité est Nicolas Bordas, vice-président international du groupe de communication TBWA et auteur de l'excellent ouvrage L'idée qui tue. Dans cet épisode, mon invité partage avec nous quelques secrets pour développer l'impact de vos idées au sein de votre entreprise et même en dehors. Je vous laisse tout de suite avec mon invité. Écoutez, merci encore une fois d'accepter mon invitation. On a eu du mal, mais finalement on y est, donc profitons-en un maximum. Je suis très heureux vraiment de vous avoir sur ce podcast. Le bouquin est super, ça je vous l'ai dit en off. Il y a plein de choses que j'ai apprises. Il y a plein de citations, il y a plein de ramifications vers d'autres lectures, et ça aussi c'est super intéressant. Moi j'aime bien le côté la dérive, quoi, entre guillemets. On va chercher des trucs un peu ailleurs. Ma première question, elle est toute simple, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs de mon podcast, s'il vous plaît? Avec grand plaisir. Donc, merci de cette invitation. Je m'appelle Nicolas Bordas. Je suis un Auvergnat qui est monté, comme on dit en Auvergne, en général dans le sud de la Loire, faire ses études à Paris, où j'ai fait l'ESSEC et je suis tombé dans la marmite de la publicité. Étant petit, d'abord dans une agence qui s'appelait Saatchi, enfin, qui s'appelle toujours Saatchi d'ailleurs, puis chez CLM BBDO, et puis j'ai rejoint l'agence où je suis toujours en 1994. À l'époque, elle s'appelait BDDP, maintenant elle s'appelle TBWA. J'en étais le patron pour la France. Puis j'ai travaillé au plan européen et maintenant au plan international. Donc je suis vice-président international de TBWA, ce groupe de communication mondiale qui travaille pour des grandes marques comme Apple, qui est la plus connue, qu'on accompagne depuis très longtemps, mais aussi Nissan, McDonald's, et puis pour beaucoup d'entreprises françaises. Je m'occupe plus particulièrement au plan mondial des sujets digitaux et réseaux sociaux, en particulier avec une pratique qui s'appelle Live Bosses et qui aide les dirigeants à mieux communiquer sur leurs réseaux sociaux personnels à des fins professionnelles. Et puis, je m'occupe aussi de tout ce qui est, comme disent les anglo-saxons, environmental sustainability, c'est-à-dire les enjeux d'environnement pour le groupe TBWA dans le monde. Et puis en France, je supervise une agence qui s'appelle TBWA Corporate, qui s'occupe, comme son nom l'indique, de communication corporate pour les entreprises. À côté de ça, j'enseigne pas mal. J'enseigne beaucoup à Sciences Po, la marque depuis 15 ans en initiale. Et puis je dirige l'Executive Master communication de Sciences Po, qui forme des DIRCOM plus internationaux, plus digitaux et plus sociétaux. Et puis j'ai créé aussi la filière communication de l'école Penningen, donc qui au départ est une école de direction artistique et de décoration d'intérieur, et qui maintenant a une branche communication sur laquelle j'ai travaillé avec le directeur de Penningen, Gilles Poplin, et avec qui je travaille en ce moment. On voit que vous avez des journées bien remplies, hein, on va le dire comme ça. Je ne m'ennuie pas trop. Ça va, j'imagine. Et pour autant, vous avez quand même écrit un livre. Donc, c'était en 2009, c'est ça la première édition? La première version Et de puis L'idée qui l'idée tue qui est tue. parue en 2009, absolument, et la nouvelle édition, qui est, je tiens à le dire, non seulement actualisée, mais augmentée, de 2 chapitres qui me tiennent très à cœur, dont un sur les idées qui nous guident, chacun d'entre nous, est paru en décembre dernier. C'est quoi le projet du livre initialement? Qu'est-ce que vous aviez comme idée justement, qui tue derrière ce livre? Ah, en fait, il n'y a pas tant de livres qui ont été écrits sur les idées, étonnamment. Alors, il y a pas mal de livres qui ont été écrits sur la manière d'avoir des idées. Ça, si vous allez au rayon développement personnel de la Fnac, vous allez tomber sur plein de livres pour vous aider à accoucher d'idées. Par contre, il y a très peu de livres qui sont sur la propagation des idées et sur la manière dont les idées marchent, comment marchent les idées qui marchent en quelque sorte. Et donc moi, j'avais été très intéressé par un ou deux ouvrages existants. Je pense en particulier à Edgar Morin, qui m'a beaucoup inspiré, que j'aime beaucoup, qui a écrit un livre qui est dans le cadre de sa démarche qui s'appelait La méthode. Et donc c'est le tome 4 de La méthode, qui s'appelle Les idées, leur habitat, leur vie, leurs mœurs, que j'ai trouvé génial au plan intellectuel, mais pas forcément très pratique et très illustré, alors que moi, ça me parlait beaucoup du fait de la pratique de mon métier. Et puis, j'étais très influencé aussi par un publicitaire qui a influencé tout le marché français, qui s'appelait Philippe Michel, le fondateur de CLM BBDO, qui a influencé aussi bien Jean-Marie Druck, Seguela, que moi-même. Et un livre a été écrit, non pas par Philippe lui-même, qui n'écrivait pas, mais par quelqu'un de son équipe, qui s'appelait C'est quoi l'idée, et qui est un très bon livre que je continue de recommander.
Et je me suis inscrit dans cette filiation parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point on est guidé par nos idées, à quel point le monde, évidemment, est guidé par ses idées, mais à quel point chacun d'entre nous est guidé par ses idées. On achète en fonction de l'idée qu'on se fait des produits qu'on achète, on vote en fonction de l'idée qu'on se fait des candidats, des candidates ou de leur programme. Et souvent, même si on a de plus en plus conscience des biais cognitifs, on ne se rend pas compte à quel point les idées fausses ou les idées vraies ou les idées reçues jouent un rôle dans notre manière de vivre, d'agir, de consommer. Donc, ce que j'ai cherché à faire dans ce livre, c'est une réflexion sur comment les idées deviennent idéologies. Donc, ce n'est pas du tout un livre sur comment avoir plus d'idées, c'est un livre sur comment faire réussir son idée. Et quand je dis réussir, c'est vraiment réussir durablement, c'est-à-dire plutôt une génération, un siècle, un millénaire, que juste quelques jours, quelques mois ou même quelques années. Et donc, j'ai cherché à faire une analyse des idéologies, donc des idées devenues systèmes d'idées, en matière politique, en matière religieuse, en matière culturelle, en matière sociale et économique, en cherchant à voir s'il y avait finalement des fondamentaux, des règles qui expliquaient ce qui devient en quelque sorte paradigme, c'est-à-dire une idée forte, tellement forte qu'on n'arrive pas à la remettre en cause. Et je suis arrivé à l'idée qu'il y avait des points communs dans la politique, dans la religion, dans la culture, dans l'économie, avec cette notion des 10 commandements, bon, qui évidemment fait référence à la dimension religieuse, qui sont les 10 chapitres clés du livre et qui cherchent à mieux comprendre comment faire réussir son idée. Donc en fait, dans ce, on va dire, je vais appeler ça un guide pratique. Alors c'est Oui, oui. le comment on fait réussir son idée. Euh, Vous avez fait 2 versions, donc j'imagine que la nouvelle version, elle prend en compte les nouveaux usages, j'imagine, des réceptacles à idées, c'est-à-dire nous, quoi, finalement. Hein. Oui, c'est ça. Alors, il y a quand même des choses assez fondamentales parce que au départ, je ne pensais pas avoir besoin de réécrire ce livre puisque travaillant sur des idées qui avaient plusieurs siècles, voire parfois plusieurs millénaires, la matière était assez robuste pour ne pas changer en quelques années ou en une dizaine d'années. Donc, je dirais que la structure du livre n'a pas fondamentalement changé parce que même si j'ai eu beaucoup l'occasion de discuter, de challenger euh, les hypothèses que je formule dans ce livre, il m'est apparu que les 10 commandements en question étaient assez robustes. Par contre, leur illustration méritait d'être actualisée si je voulais effectivement avoir un guide pratique qui parle beaucoup aux gens d'aujourd'hui, et y compris aux étudiants qui sont parfois incités à lire ce livre. Donc, il vaut mieux leur parler de TikTok que de Facebook aujourd'hui, même si j'ai gardé quelques exemples de l'époque qui me semblaient toujours pertinents aujourd'hui concernant Facebook. Donc, il y avait des choses à actualiser, mais fondamentalement, à part l'importance de revoir le sujet sur les communautés, parce qu'au fond, ce qui a le plus changé de mon point de vue, c'est le fonctionnement par les réseaux sociaux des idées, l'accélération que les réseaux sociaux donnent aux idées dans la dimension communautaire. Donc ce chapitre-là a été vraiment complètement revu. Les autres chapitres sont restés assez proches sur le fond, mais illustrés de manière effectivement différente. Et puis j'ai ajouté un chapitre complètement neuf sur l'idée qui vous guide, parce que j'ai eu l'occasion de me rendre compte que le travail que je faisais pour les entreprises, associations ou organisations sur la manière de faire aboutir ou réussir les idées marchait aussi sur les idées des gens, sur l'idée qui nous guide chacun, l'idée qui vous guide ou l'idée qui me guide. Ouais, d'ailleurs, vous faites un travail, vous partagez de façon assez transparente votre ikigai, j'ai jamais su le dire. Hein. Je ne sais pas si on le Si, dit c'est bien ça, mon comme ça. ikigai. Mon ikigai. Voilà. Et dans cet ikigai, vous dites, finalement, votre talent, enfin en tout cas, ce que vous aimez, c'est évidemment les idées, et ça, on le perçoit bien. Et vous dites aussi, finalement, moi, je crée des idées, mais je suis aussi capable de repérer les bonnes, quoi. C'est ça qui est Oui, intéressant, je je crois trouve. même que c'est mon plus gros talent professionnel. Il est moins dans la création pure, où je vois, et heureusement, autour de moi, beaucoup de créatifs bien meilleurs que moi. Donc, je suis toujours ravi que leurs idées soient meilleures que les miennes, même si de temps en temps, j'espère en avoir quelques bonnes aussi. Mais j'ai repéré assez tôt dans ce métier que mon talent était de me rendre compte quand on avait trouvé, en quelque sorte. Ce qui a de la valeur dans un métier comme le nôtre, parce que si on sent qu'on a trouvé, si on a l'intuition qu'on a trouvé ou la conviction qu'on a trouvé, puisque c'est un croisement entre l'intuition et l'expérience, évidemment, ça évite de continuer à chercher inutilement, quoi. Et il y a un grand nombre de fois où, effectivement, dans le bureau des créatifs, on regarde des listes d'idées, et puis à un moment donné, j'ai une espèce d'évidence en disant, mais c'est celle-là qui est la meilleure, et on ne va pas trouver mieux. Et ça n'empêche pas de chercher mieux, parce que dans le métier, on n'est jamais sûr
d'avoir trouvé la meilleure idée, hein. Donc on cherche jusqu'à la dernière seconde s'il n'y en a pas une encore meilleure que celle qu'on a trouvée. Mais effectivement, je crois que dans les raisons qui font que je suis encore dans ce métier, c'est cette valeur ajoutée. Là, bon, j'espère que ce n'est pas la seule non plus que j'ai, mais en tout cas, elle est là. Mais au fond, le travail que j'ai fait, moi, sur mon Ikigai, ça a été de me rendre compte que même si j'étais publicitaire, et j'adore la publicité par ailleurs, ce qui m'intéressait vraiment dans mon métier n'était pas lié nécessairement à la formalisation publicitaire des idées, mais bien aux idées elles-mêmes. C'est-à-dire que j'adore trouver des idées de produits, j'adore trouver des idées de titres pour un livre, j'adore trouver des idées de marque. Je le raconte un peu dans le livre en citant quelques-unes, comme la carte vitale par exemple, qui devait s'appeler Casam Sésame, Casam pour caisse d'assurance maladie et Sésame pour Césavoure-toi. J'aime bien aussi, bien évidemment, trouver des idées, mais justement dans toutes les formes. J'adore trouver des idées d'événements et pas simplement des idées de publicité, quoi. Donc, je me suis rendu compte que mon spectre était plus large et que ma vraie passion, c'était de trouver une solution par une idée forte, quelle que soit sa formalisation finalement. Et d'ailleurs, on va rentrer un petit peu dans la pratique justement de ce que vous proposez. Alors effectivement, c'est assez. Ce qui est agréable, c'est qu'il y a plein de références. Mais en même temps, c'est assez simple à lire entre guillemets, hein. Donc, Oui, je l'ai il y a même voulu un petit très, très résumé à la fin, accessible, hein. absolument. Ouais. J'ai voulu que toute personne qui a un début d'idée, en quelque sorte, et d'ailleurs, si quelqu'un lit ce livre en nous écoutant, après nous avoir écoutés, je fais satisfait ou remboursé pour les 10 premières personnes qui m'enverront un message sur LinkedIn. Si ces 10 personnes lisent le livre, je leur recommande de le lire en ayant un début d'idée en tête et d'essayer de voir les conséquences de l'application de ces 10 commandements sur leurs idées. Parce que j'ai voulu ce livre pour aider, comme je le fais souvent, parce que j'ai aussi quelques activités bénévoles, des associations ou des gens qui montent leur boîte ou des startups à avoir les bons réflexes au départ, au fond. Donc, j'assume totalement ce côté très guide pratico-pratique, très facile à lire, très rapide à lire, et j'espère très utile. Et dans le livre, où il y a toute une partie sur le contexte, justement, en disant bah, finalement, les idées partent pas de nulle part, elles arrivent pas nulle part. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus, sur cette notion de contexte Oui, favorable, on avec va plaisir. dire, à l'émergence d'une idée? Et oui, c'est ça. Et donc, c'est le premier des 10 commandements, c'est la manière dont l'idée s'inscrit dans le contexte. Les anglo-saxons ont une très jolie petite phrase qui, malheureusement, n'est pas traduite en français et qui, pourtant, est fondamentale. Ils parlent de food for thought, c'est-à-dire de nourriture pour la pensée. Et au fond, les idées ne naissent jamais de nulle part. Elles naissent de l'accumulation de connaissances, d'informations, de réflexions que l'on a pu avoir à un moment donné de l'histoire. Donc en fait, toute idée naît d'un contexte particulier. Et donc, à un moment donné, le contexte, prenons cette idée simple, était défavorable au nucléaire et on voyait plutôt le défaut du nucléaire qui était, par exemple, d'avoir des déchets qu'on ne sait pas totalement traiter, au point de se dire qu'il fallait plutôt sortir du nucléaire. Et puis 10 ans plus tard, chose que j'avais prédit en 2009, puisque c'est écrit, on peut le dire maintenant, le mur climatique fait que euh, la qualité du nucléaire, qui est le zéro carbone, prime sur le défaut du nucléaire et qu'aujourd'hui, dans les pays occidentaux et en France en particulier, les gens sont redevenus pro-nucléaire. Donc on voit comment, dans ce que Théard de Chardin appelle la noosphère, c'est-à-dire ce contexte dans lequel se situent toutes les idées, terme repris d'ailleurs par Edgar Morin dans son livre sur les idées, leur habitat, leur vie, leur meurtre. La noosphère, c'est cette biosphère des idées dans lequel le monde des idées vivent, qui passe de cerveau, ces êtres vivants qui passent de cerveau en cerveau et qui sont traversés par des courants. C'est comme le climat. Donc, il y a des courants d'idées qui font que une petite idée peut être emmenée positivement ou négativement par un courant. Donc, en ce moment, parmi les courants très forts et puissants et légitimes, il y a la transition environnementale. Et donc, on voit que ce courant balaye, au fond, toute l'économie, balaye toute la politique, balaye toute la société, et donc peut emmener positivement des idées qui s'inscrivent dans ce courant, ou au contraire, étouffer d'autres idées qui ne s'inscriraient pas dans ce courant. Donc le contexte, c'est l'endroit où on puise des idées. Mais le contexte, c'est aussi l'endroit où l'idée va émerger à un instant T. Et à un instant T, l'opinion publique est prête à recevoir ou pas
telle ou telle idée neuve. Et ce qui explique que certaines idées, comme l'héliocentrisme, sont apparues, puis ont disparu, puis sont réapparues avant de devenir des vérités scientifiques. Donc on voit que la vérité d'hier n'est pas toujours la vérité d'aujourd'hui, ni celle de demain. Justement, à partir de ce contexte, alors votre livre s'appelle L'idée qui tue. Il y a beaucoup d'idées qui ne passent pas justement cette première étape, on va dire. J'ai envie de dire, bah, comment on passe de l'idée qui tue à je tue une idée. Est-ce qu'il y a C'est ça. il y a des mauvaises pratiques Une idée peut mourir très vite, ou une bonne idée peut ne pas aboutir. Donc je prends un exemple anecdotique, mais très, très symptomatique de ce fameux clavier Dvorak, qui est le clavier sur lequel nous tapons sur nos ordinateurs, l'AZERTY en français, mais le QWERTY chez les anglo-saxons. Et ce que vous ne savez peut-être pas, sauf vous qui avez lu le livre, c'est que on tape sur un clavier qui est fait pour ralentir notre frappe, puisque cet ordre des lettres a été initialement pensé à l'époque où les machines à écrire avaient des petites aiguilles, et donc il fallait que les dactylos qui tapaient très vite n'emmènent pas les aiguilles, donc il fallait les ralentir. Et puis un jour, ce monsieur Dvorak a eu un scientifique américain très sérieux, s'est penché sur le sujet et a produit un clavier bien mieux pensé pour taper vite parce qu'il n'y a plus de problème d'aiguille. Et donc, de manière incontestable, il a organisé, créé de toutes pièces un clavier qui permet de taper de manière plus confortable, plus rapide, adapté aux droitiers, etc. Et plus performant. Et en fait, cette idée-là a été expérimentée par l'administration américaine, mais comme les dactylos étaient tellement habitués à leur ancien clavier, la résistance au changement a fait que cette idée est mort-née et qu'on continue toutes et tous à taper sur un clavier qui nous freine au lieu d'avoir un clavier qui nous accélère en quelque sorte. Donc c'est un petit exemple un peu symbolique du fait qu'une bonne idée peut se trouver soit faute au contexte général et au courant du moment, soit pour d'autres raisons, freiner et mourir dans l'œuf, et d'où l'intérêt d'appliquer les 10 commandements pour à la fois permettre de donner le maximum de chances à son idée d'aboutir, et ensuite travailler au succès de son idée dans la durée. Le deuxième chapitre, enfin en tout cas la deuxième partie du livre, ou le deuxième chapitre plutôt d'ailleurs, est consacré à tout ce qui est justement radicaliser justement la subversion de son idée. Ouais. Et j'ai trouvé, enfin je lisais un bouquin là sur Gambetta il n'y a pas longtemps, il avait une très belle citation, il disait, alors attendez, je l'ai noté, je suis pas, ma mémoire défaille, je suis entré sur la scène du monde par effraction. Et j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu les idées, les idées qui ont de l'impact, elles entrent sur la scène du monde par effraction, c'est-à-dire que c'est souvent assez choquant, enfin au début c'est un petit Absolument. peu choquant. Exactement. Donc en fait, une idée transformatrice commence forcément par choquer. Donc elle peut surprendre, mais elle va choquer. Et d'ailleurs, Bourdieu parlait de l'irruption. Donc ça va tout à fait dans le sens de Gambetta, parlait de l'irruption de l'idée dans le champ culturel, dans le champ économique ou dans le champ politique. Donc il y a un effet d'irruption qui est forcément un peu désagréable parce qu'en arrivant, on bouscule l'existant. Mais en fait, cette irruption, elle se passe dans votre cerveau. Et donc, pourquoi est-ce que l'idée qui tue s'appelle l'idée qui tue? C'est pas simplement pour rendre hommage au fait que chez les anglo-saxons, la killer idea, c'est une idée qui a un grand succès, c'est une idée qui réussit. Mais c'est aussi parce que pour réussir, une idée a toujours besoin de tuer une idée préconçue, une idée reçue, une idée qu'on a préalablement dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en même temps penser que la Terre est plate et que la Terre est ronde. Il faut forcément que l'un tue l'autre, que la conviction de l'un tue la précédente. Donc, il est très, très fondamental, et d'ailleurs, dans les 10 commandements, pour moi, c'est celui qui est le plus fondamental et qui mérite le plus qu'on y passe du temps, au fond, de comprendre la valeur subversive de son idée, c'est-à-dire de comprendre ce qu'elle transforme, de comprendre ce qu'elle change, de comprendre ce qu'elle tue, en fait. Parce que plus on comprend en même temps ce qu'on établit, mais en même temps ce contre quoi on lutte, le problème qu'on résout, en quelque sorte, plus on comprend cette idée, plus on est capable de la formuler de manière très pointue. C'est la grande force, par exemple, d'Apple, que d'avoir compris que son idée n'était pas simplement d'avoir ajouté
des capacités à l'ordinateur, une souris, une corbeille, je parle du lancement de Macintosh en 1984, des VisiCalc, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des Windows, mais d'avoir compris qu'il changeait quelque chose de plus fondamental, qui était le rapport de l'homme à la machine, à l'époque où des gens comme moi, dans leur école, apprenaient du Fortran, du COBOL et de l'APL, c'est-à-dire des langages inhumains, et ce qui explique que Macintosh a été lancé avec cette très belle idée publicitaire, cette fois-ci, pour dire 84, référence à Orwell, ne sera pas 84, Apple a inventé Macintosh. Donc, Apple, à l'époque, a compris, un peu grâce à son agence, je crois, je dis ça parce que c'était là l'agence d'Apple depuis toujours, mais a compris que la puissance de son idée allait bien au-delà de la puissance de son produit. Et c'est ça la force des idées de marque. C'est la puissance de l'idée de santé de Danone dépasse la qualité santé de tel ou tel produit, ou la puissance de remise en cause, j'allais dire, de l'esclavage de la machine, de l'homme rendu esclave par la machine, est un moteur pour tous les produits Apple et pas simplement pour l'ordinateur. Et donc, ça explique pourquoi cette ergonomie, cette simplicité au service de la créativité de l'homme mise en place par Apple. Donc, on voit qu'une idée forte, c'est lorsque la vérité particulière de votre raison d'exprimer l'idée, c'est-à-dire de votre produit, de votre entreprise, de votre marque, si je suis dans le monde économique, rencontre une vérité générale de la vie. Et c'est pareil en politique. C'est-à-dire qu'une idée forte en politique, ou c'est pareil aussi en religion d'ailleurs, une idée forte, c'est une idée qui rencontre en fait une vérité universelle de la vie. Donc c'est une idée qui vous avantage, mais qui en même temps répond à un besoin universel humain. Bah, une idée, c'est pas désincarné, en fait. Une idée, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un ou c'est quelques-uns en tout cas. Mais il y a besoin quelque part d'avoir le courage de la défendre, quoi. Parce que sinon, ça Absolument. peut être une bonne idée. Derrière, il va y rien se passer, quoi. Absolument. On se rend compte que dans la plupart des cas, il y a quelques exceptions aux règles comme toujours, mais de manière générale, les idées très fortes et très durables sont associées à des porte-paroles, alors qui parfois sont les auteurs historiques de l'idée, parfois sont surtout des porte-paroles de l'idée qu'ils ont empruntée à quelqu'un d'autre. Il est de notoriété publique qu'un certain nombre d'idées de Poincaré ont été attribuées à Einstein parce que on le prête corrige d'une certaine manière et que Einstein était plus visible que Poincaré. Ou si je prends le cas de Nike, par exemple, dans le domaine économique, Phil Knight a été certes le porte-parole, mais bien moins que les sportifs auxquels il a fait appel. Donc, mais par contre, ce qui est certain, c'est que un porte-parole qui soit évidemment quelqu'un de reconnu pour son honnêteté intellectuelle et sa raison de soutenir l'idée, a un effet considérable sur la capacité d'installer vite son idée. Parce qu'en fait, dans les 10 commandements, il y en a 4 qui sont consubstantiels de l'idée, c'est-à-dire on les a au départ ou on les a pas, et 6 qui sont plus liés au marketing de l'idée, c'est-à-dire qui sont 6 leviers qu'on peut activer plus ou moins pour faire réussir son idée. Mais dans les 4 qui sont liés une fois pour toutes à l'idée, il y a le contexte dans lequel elle arrive, sa puissance subversive intrinsèque, le porte-parole qui l'apporte, et qui est plus ou moins crédible, et la manière dont l'idée entre dans le champ, la manière dont elle apparaît la première fois. Est-ce qu'elle apparaît à un moment favorable de manière spectaculaire, ou est-ce qu'elle apparaît à un moment défavorable de manière discrète, et qui évidemment ne va pas lui donner la même courbe d'évolution. Donc ces 4 critères fondamentaux parmi les 10, chaque idée les a une fois pour toutes en quelque sorte. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même 6 autres critères sur lesquels on peut agir et qui sont les mots, les images et symboles, le storytelling, la capacité de renouveler l'idée en permanence, l'usage des médias, la gestion des communautés, qui sont des critères qu'on peut activer pour redonner une chance à une idée qui n'a pas complètement abouti, ou pour permettre à l'idée de se sédimenter en quelque sorte et de devenir idéologique. C'est dans toute cette partie que j'appelle le marketing de l'idée, c'est-à-dire les 6 commandements qui ne sont pas les 4 structurels, la valeur ajoutée créative est considérable. Pour une raison simple, c'est que il y a un combat des idées en quelque sorte. Les idées sont une marmite bouillonnante avec des micro-idées, des macro-idées, des idées folles, des idées nulles. Donc il y a un combat permanent des idées. Donc cette noosphère est en fait une grande marmite bouillonnante. Et donc c'est un combat permanent. Et donc pour émerger, à un moment donné, une idée doit
doit toucher, en quelque sorte, l'émotion de 1, puis de 2, puis de 10, puis de 100, puis de 1000, puis de millions. Et c'est vrai qu'on le sait aujourd'hui. Je sais que vous avez reçu l'excellent Adrien Rivière pour vous parler du fait que l'homme est un conteur d'histoire. L'homme est un conteur d'histoire, et donc l'homme est touché par les histoires. Et donc la manière dont on met en scène l'idée a un poids colossal sur sa réussite. Dans le domaine économique, tous les produits qui n'ont pas su construire une histoire sont morts. Donc BlackBerry était un bon produit, il n'a pas su construire une histoire, il n'existe plus. Nokia avait des produits incroyables, il n'a pas su construire son histoire. Bon, il existe toujours dans le B2B, mais il n'existe plus dans la téléphonie. Enfin, je pourrais prendre des milliers d'exemples. Donc ce storytelling est absolument fondamental. Ce n'est pas juste quelque chose qu'il est sympathique d'avoir, c'est quelque chose qu'il est nécessaire d'utiliser efficacement pour permettre à son idée de se propager de cerveau en cerveau, de toucher un maximum de monde. Et c'est là où il y a une valeur ajoutée créative et artistique dans les mots, mais dans leur formulation, dans la rhétorique, dans les visuels, mais au-delà du visuel, dans la qualité esthétique et design, dans le storytelling lui-même. Donc on voit que, et c'est pas par hasard qu'il y a autant d'artistes qui, en fait, au-delà de le faire pour payer leurs impôts, ont eu envie des affichistes aux designers ou aux réalisateurs de cinéma de s'intéresser à la manière de propager les idées. D'ailleurs, ça va assez loin parce que vous évoquez Apple et sans doute d'autres marques. Ce que vous dites finalement, le rêve ultime d'une marque, c'est plus d'être une marque, c'est d'être une idéologie. Qu'est-ce que vous mettez derrière là en fait? Alors, une idéologie, c'est une idée érigée en système tellement puissant qu'on n'arrive pas à le déstabiliser, alors qu'on a éventuellement des arguments pour le faire, donc en système dominant. Donc oui, évidemment, les marques qui veulent développer leur part de marché ont intérêt à développer non seulement leur part de voix, mais en fait leur part de cerveau, comme disait l'autre, pas simplement du cerveau disponible, mais de cerveau tout court. Donc oui, l'enjeu des marques, c'est de durer au-delà de la durée de chacun de leurs produits en se renouvelant. Alors, il y a des marchés sur lesquels les renouvellements sont très rapides, c'est les marchés de technologie, et puis il y a des marchés sur lesquels les renouvellements peuvent être très lents. Le marché du cognac ne se renouvelle pas si souvent, puisque c'est fondamentalement une bonne chose que d'avoir un cognac assez âgé. Mais disons que globalement, l'enjeu des marques, c'est d'ouvrir une part de futur plus grande que la durée des produits, avec une idée qui accueille des produits qui peuvent être très différents au cours des années. Et donc, on peut analyser l'évolution de comment est-ce que Louis Vuitton est passé d'une simple malle grâce à une idée qui est l'âme du voyage, à vous vendre beaucoup d'autres choses qui n'ont plus grand-chose à voir avec le maltier, même s'il continue aussi de vendre ces malles et de les mettre en évidence dans ses magasins. Ouais, on a l'impression que les marques empiètent un peu aussi sur, je ne sais pas si elles empiètent, mais en tout cas, elles affichent leurs convictions. Voilà. Donc ça, c'est une grande tendance de fond qui est que les marques, pour développer leur idée, sont passées d'une logique progressivement, d'une logique de bénéfice émotionnel à une logique de valeur, à une logique de rôle. Et aujourd'hui, elles sont dans un rôle. Et ce rôle est de plus en plus un rôle engagé. Si je prends Patagonia, par exemple, c'est une marque qui est réputée parce que son fondateur a prouvé son engagement pour la planète au travers de multiples choses, que ce soit jusqu'à récemment le fait de transformer sa société en fondation pour en assurer la pérennité. Donc oui, les marques ont compris progressivement l'intérêt de rentrer un peu dans le champ du social, mais aussi du politique, en quelque sorte, en ayant des idées fortes, engageantes, et donc en traitant de sujets de société, ce qui d'ailleurs est une demande de plus en plus forte de leur environnement, puisque que ce soit les clients ou que ce soit les gens qui travaillent pour les marques demandent de plus en plus aux marques de justifier de leur utilité sociétale, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour la santé, que ce soit pour la citoyenneté. Que faites-vous de bien au-delà de faire du profit? Ça nous amène sur la preuve parce que on pourrait croire que les idées, c'est un peu, ouais, ça navigue dans l'éther comme ça. Mais à un moment donné, il y a quand même, c'est ce que vous dites, il y a quand même des éléments de preuve à donner, quoi. Le marketing de la preuve, ça existe encore, quoi. C'est pas juste. Ça, une idée qui ne s'incarne dans rien,
n'est pas si utile, au fond. Donc, il peut y avoir des natures de preuves très différentes en fonction de ce dont on parle. Donc, les preuves sont à la fois la raison d'exister, parce que quand on a l'idée, c'est pour construire quelque chose. Un architecte va avoir l'idée de construire un bâtiment. Donc, l'idée précède l'action, en quelque sorte, mais c'est l'action qui compte. Mais au-delà de ça, c'est le fait que les actions soient pertinentes par rapport à l'idée qui fait qu'elles nourrissent l'idée, lui permettent d'aller plus loin et de gagner, en quelque sorte, les parts de cerveau dont on parlait tout à l'heure et les nouveaux entrants qui sont les nouvelles générations qui vont pouvoir adhérer à cette idée avec des produits de leur âge et qui ne sont pas des produits de l'âge de leurs parents ou de l'âge de leurs grands-parents. Donc, si on parlait d'Orange tout à l'heure, les produits que vend Orange aujourd'hui n'ont quand même pas grand-chose à voir avec les produits que France Télécom vendait hier. Et donc, on voit que sur tous les marchés, l'enjeu, c'est que, certes, la marque aide à créer le désir des produits, mais que les produits nourrissent la marque et sa durabilité. Donc, il y a forcément toujours cette relation qui doit être un cercle vertueux, dans la mesure du possible, entre la partie immatérielle, qui est celle de la marque, et la partie matérielle, qui est celle du produit, nourri par l'innovation en permanence. Mais en fait, le point sur lequel j'insisterai, c'est qu'il faut faire attention au fait que, on peut aujourd'hui, et c'est une bonne chose, diffuser beaucoup plus de messages à faible coût qu'avant, grâce à internet en général et aux réseaux sociaux en particulier. Mais que le risque, c'est un risque d'éclatement total, et de dispersion, absolue, et on s'en est rendu compte. C'est-à-dire des gens qui ont cherché le buzz pour le buzz ou simplement à profiter d'un effet d'aubaine en disant: «Je vais être le premier dans le métaverse, je le premier à faire des NFT, le premier à faire des cryptos». Alors, il y a un micro-effet possible pour le premier des premiers, c'est-à-dire celui, qui est associé. Donc on se souviendra pendant longtemps de ChatGPT parce que c'est le premier qui, pourtant c'est pas un nom hyper, sympa, hein, ChatGPT, enfin, on aurait pu faire mieux que ça, quoi, je veux dire. Mais Ça bon, traverse pas toutes les langues. c'est exactement. En tout cas, on s'en souviendra pendant très longtemps parce qu'effectivement, il est associé à ce qu'on appelle l'imprinting, c'est-à-dire la première fois qu'on vit une expérience forte, associée à une marque, quel que soit le nom de marque, on va s'en souvenir. Mais toutes les autres intelligences artificielles qui vont arriver juste après ChatGPT, ça va être plus compliqué de faire leur trou et qu'on connaisse leur nom, même si elles sont peut-être meilleures, ou s'avéreront peut-être meilleures. Mais donc, si une marque s'associe à un phénomène en étant le premier, pourquoi pas? C'est pour ça qu'il y a une espèce de course à je veux être le premier à acheter mon mètre carré dans le métavers. Mais c'est une course assez inutile, au fond, donc qui profite à un et pour lequel les autres ont fait un très mauvais investissement. Donc moi, je suis plutôt un partisan du moins mais mieux, c'est-à-dire d'une forme de sobriété communicationnelle qui consiste à se poser la question à chaque fois qu'on communique de ce que j'appelle la double valeur de la communication, c'est-à-dire la valeur immédiate et la valeur différée. Et donc la valeur immédiate, c'est je crée le désir d'acheter tout de suite. La valeur différée, c'est je crée le désir de ma marque pour dans longtemps, même si les gens ne se précipitent pas dessus demain matin. Et donc si on tournait deux fois sa langue dans sa bouche, comme on disait autrefois, c'est-à-dire on réfléchissait 2 secondes avant de foncer sur la première opportunité qui passe dans le digital, je pense qu'on ferait globalement de meilleurs investissements. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on rentre dans une ère, plus générale, de simplicité, de réusage, de sobriété. Et donc je pense que le bling bling, même pour les marques de luxe, est en train de faire long feu d'une certaine manière. On va arriver à la fin de l'enregistrement. Est-ce qu'il y a une question que je vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose? Bonne question, plein, des dizaines, des centaines. Non, Ou alors est-ce que vous avez un dernier message, quelque chose qui vous ouais, semble important à dire, que vous n'aurez pas eu l'occasion de dire? mon dernier message, c'est que je trouve intéressant pour chacun de se poser la question des idées qui le manipulent. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai tendance trop vite à penser ou à agir de telle ou telle manière. Et donc aujourd'hui, avec les biais cognitifs, on a fait beaucoup de progrès pour mieux comprendre comment on était victime de ses propres idées. Mais je pense que c'est surtout également très intéressant de se poser la question des idées qui nous animent, des idées qui nous passionnent et d'essayer dans la mesure du possible de croiser
sa passion personnelle avec son activité professionnelle. Et donc, c'est pour ça que j'ai initié cette réflexion avec ce nouveau chapitre sur les idées qui vous guident, pour contribuer à ce que chacun puisse réfléchir à avoir une activité professionnelle qui soit la plus épanouissante et la plus utile possible. Et pour ça, j'ai une idée qui tue à proposer à nos auditeurs, c'est de se poser une question toute simple, bon, il y a d'autres bonnes questions qu'on peut se poser, mais celle-là est vraiment simple, en disant, mais au fond, si j'avais un livre à écrire, même si j'ai pas le temps de l'écrire, et peut-être même je l'écrirai jamais, ce serait quoi? Ce serait quoi et sur quoi? En se posant cette question, on va voir où est le prochain univers de connaissances qu'on a envie d'explorer, qu'on connaît déjà ou dont on est peut-être partiellement l'expert. Et en ayant la réponse à cette question, je pense qu'on a aussi la réponse à la question: où est-ce que je devrais travailler, demain? Eh ben, merci beaucoup, Nicolas. C'était Merci super. Je vous Alexandre remercie pour cette beaucoup. invitation. Je remercie Nicolas d'avoir accepté mon invitation. Je vous invite à découvrir plus de secrets dans son livre L'idée qui tue. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro d'AZAP.